Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. I hate Macronland. Taylor partout, injustice nulle part. Non au slip sur les pantalons. Oh, vous me saoulez avec votre manif Comics Outcast, on a un épisode enregistré là. Moins de texte, plus d'images, Tom King. Je l'ai raté. J'ai raté l'intro. C'est vraiment, je devais dire Tom King, on t'encule et de mettre le truc. C'est pas grave, on t'aime bien quand même. Cool. Même si tu fais Quel des erreurs. talent. Ce foirage. Quel talent. Magnifique foiré. Hashtag sans montage. Aïe aïe aïe. Bah non, moi j'assume, c'est pas grave. La chute qui ne trouve pas sa chute. La chute qui ne trouve pas sa chute. C'est pas grave, on a essayé, c'est un échec, mais on fera mieux la prochaine fois. Je ne dirais pas que c'est un échec. Je dirais que ça n'a pas marché. Ce n'est pas une réussite, c'est pas pareil. Bienvenue à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Vous êtes bien évidemment à l'écoute de Comics Outcast numéro 201. Que dire, nouvelle formule ou pas, nouvelle équipe ou pas, en tout cas, voilà. All new, all same. All new, all same. Je suis bien accompagnée ce soir, cette fin d'après-midi. J'ai évidemment 3 chroniqueurs avec moi et nous pouvons faire un gros bisou à Ketrus à la technique ce soir avec nous. Bonjour. Voilà. Donc pour les reviews, pour le focus, pour le hors les bulles ce soir, en exclusivité mondiale, nous avons autour de la table Jean. Salut Jean. Salut. Ça va? Ça va bien? Ça va, c'est cool. Nous avons également Regan. Hello. Hello. Et enfin, nous avons l'arrivée dans un épisode normal, on va dire, un épisode classique de XT. Salut. Ça va, c'est moins l'impression que la 200e, n'empêche. Bon, pas de live, des bonbons autour de la table. Plus de luxe, tranquille. Ok, tout est cool. Très bien, vous êtes à l'écoute donc de Comics Outcast 201. C'est parti. Alors, pour ces reviews, du coup, ça m'a pris de court. Et qu'est-ce qui t'a pris de court? Pour ces reviews, on va commencer tout en douceur dans un monde extraordinaire. Et je vais passer pour cela la parole à Jean. Alors, tout en douceur, je ne sais pas. J'ai choisi le titre I Hate Fairyland, écrit par Scotty Young, dessiné par Brett B. Bean, mis en couleur par Jean-François Beaulieu, lettré par Nate Piekos, c'est publié chez Image. Et c'est une nouvelle série, plus ou moins, qui vient de commencer. Il y a 3 issues de sortie. Je dis plus ou moins parce que I Hate Fairyland, j'ai choisi comme d'habitude au hasard en voyant une couverture qui est pleine de couleurs, de violence, qui m'a charmé. Je me suis dit tiens, ça a l'air super, en plus c'est un numéro 1, sauf que c'est le numéro 1 du volume 2. Aïe. Donc bon, encore un faux numéro 1, mais c'est pas grave. Donc I Hate Fairyland, il y avait déjà eu une série en 2015, écrite elle aussi par Scotty Young et à l'époque dessinée, il faisait les deux postes, et nous racontait l'histoire de la jeune Gert, une jeune enfant qui fait le vœu de se faire projeter dans un monde merveilleux, Fairyland, sauf que malheureusement pour elle, ce vœu se réalise et qu'après, elle ne peut pas en partir. Et à partir de là, elle reste bloquée 30 ans dans cet univers de fantasy, 30 ans sans vieillir, donc dans le corps d'une enfant. Et c'est un comics qui est... donc Fairyland, c'est un monde merveilleux façon heroic fantasy cartoonesque, la lune a un visage comme chez Méliès, les montagnes des visages, enfin c'est Walt Disney, sauf que Gert elle a une grosse hache et elle défonce tout ce qui passe dans du déluge de gore. Et il y a eu 20 numéros de la première session en 2015 et qui finissaient sur le retour de Gert dans le monde réel. Et voilà que il relance la série, il a relancé la série fin 2022, donc cette fois-ci il écrit et il ne dessine pas. Et on retrouve Gert qui est cette fois-ci une jeune adulte dans le monde réel. Mais pour elle, ça se passe pas très bien parce que comme elle a passé 30 ans dans ce monde imaginaire, elle ne sait rien faire dans la vraie vie. Donc elle enchaîne les bullshit jobs. On la retrouve d'abord, elle bosse dans un fast-food dont elle se fait virer immédiatement parce qu'en plus elle a un caractère exécrable et elle aime bien insulter les clients. Et donc le début de la série, on la voit successivement perdre un job après l'autre, se faire virer de partout et pour finir même se faire virer de son bar parce qu'elle est insupportable, y compris dans le bar où elle a l'habitude de boire des coups. Donc de là, il la vire. Et heureusement pour elle ou pas, à la fin de l'épisode, elle est engagée. Enfin, elle est même presque
kidnappé par un milliardaire qui s'appelle William Wiggins et qui veut la renvoyer dans Fairyland pour sauver son fils qui a disparu. Donc ça, c'est la fin du l'issue 1. Je vais vous dire quelques petites choses sur la suite, mais d'abord la tonalité générale. Donc c'est un comics, c'est un gros délire en fait. C'est un gros délire, c'est un gros cartoon, un cartoon hyper violent. Une bonne partie de l'humour repose sur le fait que Gert dézingue tout ce qui bouge dès qu'elle en a l'occasion. C'est très référencé. Il y a des allusions discrètes, des clins d'œil rigolos. Il y a un clin d'œil notamment à Predator, à Stranger Things. Le clin d'œil à Predator m'a beaucoup fait rire. Ensuite, elle se fait équiper. Il y a une scène où on va l'équiper, lui donner tout un armement. Donc, il y a toute une salle remplie d'armes. Et là, pareil, c'est blindé de références. Il y a des Pokéballs, toutes les armes des Tortues Ninja, un sabre laser et sûrement d'autres références que j'ai pas percutées. Donc, clairement, on est là pour se marrer. Et même dès l'intro, c'est-à-dire dès le résumé qu'on trouve au début de chaque épisode, le ton est sur la blague, quoi, pour dire qu'on est là pour rire, que finalement on s'intéresse pas tellement au plot, qu'on est surtout là pour se marrer. D'ailleurs, en parlant de plot, dès l'issue 2, en fait, il y a déjà un pseudo-twist qui est révélé, mais en mode on assume de le révéler parce que c'est évident, et c'est vraiment très drôle. Donc on découvre qui a priori sera le grand méchant de l'histoire, mais ce qui est encore plus drôle, c'est que Gert, qui est un peu sans foi ni loi, elle s'allie avec lui, elle passe un deal avec lui. Donc on est vraiment dans un truc qui est là pour casser tous les codes, pour se moquer de tout ça, avec des graphismes hyper cartoon, complètement dégénérés. C'est très dynamique quand elle donne des coups, quand elle reçoit des coups, tout se déforme, c'est des gros yeux. Enfin, on est vraiment sur un cartoon, c'est Walt Disney sous super acide. Tex Avery, même. Ou Happy Tree Friends, du coup. Oui, même quelque chose de cet ordre. Ouais, c'est vraiment... C'est vraiment, et tout est affaire de blagues, à des blagues toutes simples mais qui fonctionnent très bien. Par exemple, à un moment donné, dans la 3e issue, elle se retrouve dans un endroit qu'elle doit traverser pour pouvoir poursuivre sa mission, et on lui dit non mais c'est rien, c'est l'affaire de quelques jours. Et planche suivante, c'est écrit des années plus tard. Et elle y est encore, elle en est encore pas sortie. Donc c'est vraiment pour le lecteur et manifestement pour l'auteur une récréation. En plus, Scotty Young, entre 2015 et 2022, il a écrit des choses où il y avait plus de fond, plus d'enjeux émotionnels. On a chroniqué ici Twig, mais aussi surtout Middle West. Et l'autre titre, comment il s'appelle The One Who Loved in the Dark. Merci, qui sont des œuvres beaucoup plus... qui plombent un peu l'ambiance, on peut le dire, ouais, mais dans le bon sens du terme. Hein, ouais, voilà, qui sont des œuvres tristes, fortes, intenses, et on sent que là, il y a un besoin chez lui cathartique de tout envoyer péter, hein, c'est le cas de dire, et de tout massacrer en s'amusant avec les références, notamment une référence aux Gremlins qui est très 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 drôle dans la 3e issue. Donc voilà l'ambiance. Donc tu conseilles? Alors, oui, mais... non, dans l'ensemble, c'est une chouette récréation. Mais ça va pas chercher très loin. Et moi, j'ai eu un petit problème avec le graphisme. Je sais pas si ça a fait ça aux autres, mais effectivement, c'est très dynamique, c'est très rigolo. Mais il y a un côté... je cherche le bon mot. Il y a un côté... moche, mais moche voulu, c'est-à-dire... c'est très gras. J'ai noté grossier. Oui, voilà, il y a un côté vraiment grossier, vraiment, et puis il y a vraiment une volonté que tout le monde soit un peu moche. Même les enfants sont moches. Non, mais surtout les enfants. D'accord, ok. Et en fait, le paradoxe, c'est que ça m'a surtout envie de lire l'itération de 2015. Parce que quand je me suis aperçu qu'il y avait une itération de 2015, je suis allé jeter un œil et j'ai feuilleté, enfin j'ai scrollé les premières issues de 2015 qui du coup sont dessinées par Scotty Young, qui a un style très proche de celui qui nous est proposé là, mais mieux.
Et j'ai trouvé ça beaucoup mieux parce que je trouvais que l'équilibre entre le côté délire mais beau quand même, le côté cartoon mais en même temps agréable était mieux équilibré. Et j'ai lu rapidement les 3 premières issues de l'itération 2015 que j'ai trouvé beaucoup plus intéressantes que la nouvelle version. Donc, il y a des choses à dire aussi. Donc est-ce qu'il a bien fait d'y revenir ? Est-ce que ça va pas être un peu une redite qui n'a pas grand-chose à apporter ? Voilà, le constat un peu bizarre de ma chronique, c'est lisez plutôt la version de 2015, elle a l'air vachement mieux. Voilà. Ok. Autour de la table, est-ce que vous avez lu déjà ? Quand même. Ouais, donc on je fait sais pas. nos devoirs quand même. Non, Oui, même oui. la- Non mais lu de manière générale. Moi, j'ai pas lu, moi. Toi, t'as pas lu. Non. Ok. Mais tu pourras donner ton avis non éclairé quand même. Cool. Alors, Regan, qu'en as-tu pensé ? C'était plutôt sympa. Alors moi j'avais lu effectivement la première version par Scotty Young avec Scotty Young au dessin. Là très clairement comme le disait Jean, donc il joue un peu la carte méta, comme il disait, il y a des textes notamment au début où d'ailleurs il en parle, il dit j'ai fait des œuvres un peu plus sombres, bon là il y en a marre, on se fait un peu plus dur. Donc il joue pas mal la carte du méta. Le pitch de départ est quand même plutôt malin parce que comme on le disait, la fin de Aïd Fairyland, premier du nom, est assez définitive, c'est-à-dire le pitch va jusqu'au bout de sa logique. À noter d'ailleurs que la première série, spoiler alert, Coco Gigoz, est trop longue. Clairement, il avait étalé la tartine un petit peu trop sur la première série, parce que le pitch est marrant, mais il dure... bloquer 30 ans, c'est marrant 5 minutes. Au bout d'un moment, tu n'arrives pas à t'échapper. Quoi. Après, trop long. Oui, pour moi... Enfin, juste, je suis d'accord avec toi, mais genre 2-3 issues de trop, après on peut Alors, pas... Je trouve pas je dirais un petit peu plus, ça. mais il n'y a pas 50 issues de trop. Oui, mais voilà, la blague s'essouffle plus vite que ça. Donc c'est pour ça que c'est inquiétant quand tu trouves que la blague s'essouffle déjà. Parce que je trouve donc le pitch est intéressant, mais il fait un pas de côté direct. C'est-à-dire qu'il lance un pitch qui est plutôt malin, donc je trouve, l'idée est intéressante. Issue 3, on passe à autre chose. Genre, allez, on se fait un petit plaisir, on raconte un petit délire. Donc, est-ce que c'est une suite facile, on repose un peu sur le méta ? À voir. On est qu'à 3 issues. C'est plutôt une ongoing, si je ne dis pas de bêtises. C'est parti, c'est annoncé Donc, comme tel. Moi, j'ai envie d'y croire. Honnêtement, j'ai envie d'y croire. Visuellement, moi, je trouve que ça tourne plutôt bien. Le côté moche, je trouve que c'est clairement volontaire. Quoi, je veux dire. Oui. Donc, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et on n'est pas dans le même setup que Fairyland. C'est-à-dire que là, pour le moment, on n'a pas vu Fairyland. Donc, ça me choque pas qu'on ait des trucs qui sont un peu crados sur les bords, etc. Franchement, ça colle bien et ça fait une certaine continuité au niveau du style, parce que comme tu l'as dit, Scotty Young s'entoure de gens qui ont un style de dessin assez proche du sien. Alors, c'est pas des copier-coller, mais que ce soit Middle West, que ce soit Etienne, on va dire 2, etc. C'est des styles qui font écho au sien. Un minimum, au moins écho au sien, même s'ils ont leur propre style, bien sûr. Donc, moi, j'ai envie d'y croire, honnêtement. C'est clairement, la 3e, tu te dis, bon, j'espère quand même qu'on va revenir rapidement sur le fil, parce que même s'il n'y a pas grand-chose à raconter, il faut avoir quelque chose à raconter. Mais j'ai envie d'y croire. Honnêtement, j'ai envie d'y croire. C'est petit bonbon avec un morceau de hache dedans. Petit morceau de sang C'est ça. et d'organes. XT, qu'en as-tu pensé ? Moi, j'étais un peu plus mitigé que ça. C'est-à-dire que moi, j'ai peut-être plus apprécié la première série que toi, pour le coup. En effet, la tartine s'étale un peu, mais bon. Attention. Oui, mais je veux dire, je trouvais que la tartine s'étalait pas tant que ça et ça se finissait très bien en fait. J'avais surtout pas besoin de suite. Et bon, pourquoi pas. Et en fait, j'ai pas pris aucun déplaisir à le lire. C'est-à-dire que je me suis bien marré, c'était sympa. Mais je trouve qu'en effet, il évacue directement le concept même de vouloir construire quelque chose plus que ce qu'il ne l'a fait dans la première série. Il le dit, fait le dire lui-même à son propre personnage, son propre antagoniste qu'il fait. Il lui fait dire. De toute façon, on s'en fout, on n'est pas là pour l'histoire, on est là pour rire. L'antagoniste dit texto ça. Et donc, bon, déjà, en fait, ne serait-ce que ça me donne moins envie de m'investir dans la lecture. En fait, j'étais content de lire les 3 issues. C'était très sympa et voilà, très drôle. Comme je disais, le méchant, c'est vraiment le méchant qui assume d'être méchant parce que, enfin, il fait vraiment un champ de cartoon. C'est vraiment le méchant. Non, bien sûr, oui. Enfin, celui qu'on se présente comme antagoniste, en tout cas pour le moment. Bon, pour moi, c'est plus si le prétexte s'y prête, peut-être, on verra d'ici 2-3 issues ce qui peut se passer. Mais bon, je trouve que c'est... Là, par contre, je trouve vraiment que c'est étalé la tartine, là, pour le coup. Enfin, on est qu'à 3 issues. Ouais, mais bon, pour moi, c'est déjà trop presque. Mais bon, je continuerai peut-être voir si ça saute, si ça
on va dire, ça décolle un peu plus après, on verra. Ok, donc moralité, lisez le premier et attendez de voir pour le 2. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On va passer à la deuxième review de cet épisode. Je vais passer la parole à Regen. Écoutez, c'est sans doute ce qu'on a fait de mieux sur Comics 4 depuis quelques années. On peut s'arrêter là ? Non, C'est bien. Voilà. Non, je vais vous parler de Doctor Strange Fall Sunrise, qui est une mini-série en 4, chez Marvel évidemment, Doctor Strange oblige. Au scénario, Tradd Moore, qu'on a connu évidemment pour Silver Surfer Black, mais aussi Luther Strode, New World et autres All New Ghost Rider. Au dessin, c'est lui-même qui re-signe. Et aux couleurs, on a Heather Moore, qui a aussi travaillé sur New World. Je ne sais pas si c'est sa femme ou sa fille, je pense que c'est sa femme. J'ai pas trouvé l'info exacte. En tout cas, manifestement, c'est de la famille. Et au lettrage, Clayton Coles, qu'on a vu notamment sur Strange Academy, qui fait un travail plutôt sympathique. Fall Sunrise. Donc pour résumer un petit peu, donc un soleil rouge sang se lève, beaucoup de sang a dû couler durant cette nuit. Non, je déconne, ok Legolas. Allez, soyons sérieux. Donc Steven se réveille effectivement au milieu de nulle part, dans des champs éthérés, et ne semble avoir aucun souvenir de ce qu'il fait là. Cette situation est assez traumatisante, ce côté vraiment presque amnésique au réveil. Ça lui en rappelle une autre, survenue au détour d'une route il y a fort longtemps. Est-ce qu'il serait mort ? Est-ce qu'il serait dans le coma ? Difficile à dire. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il n'est pas seul dans ce monde étrange dans lequel il est. Et la mémoire capricieuse lui revient progressivement pendant qu'il se promène. C'est pas une promenade de santé, bien sûr, dans ce monde étrange où il va lutter pour sa survie. Et il va donc se souvenir d'avoir été contacté chez lui par une certaine Sophia, qui vient le voir dans le besoin. Et bien sûr, un guérisseur ne saurait refuser assistance à quelqu'un dans le besoin. Sophia, me direz-vous, qui est-elle donc ? Eh bien, en fait, Sophia n'est rien d'autre de moins que l'autre face de la pièce de la réalité qu'elle forme avec Bythos, qui sont respectivement le royaume incarné et le royaume des idées. Bythos ? Oui, tout à fait. Okay. Bythos, B-Y-T-H-O-S, tout à fait. Là, vous me dites, ça y est, il est parti, on va pas s'en sortir. Qui sont en fait tout simplement des allégories personnifiées, qui est quelque chose d'assez fréquent dans les comics, que ce soit Éternité, etc. Et qui chacune représente tout, finalement. L'un représente les idées et l'autre le physique, on va dire. Et donc Sophia, qui est l'incarnation du royaume physique, a besoin d'aide, elle doit accoucher. Mais cela, malheureusement, pourrait signifier la mort de celui qui lui offrira cette délivrance, puisque évidemment, ce n'est pas un accouchement comme les autres. Et du coup, il comprend qu'il est ballotté entre ces deux réalités, c'est-à-dire Sophia qui vient la contacter et qui est dans plein de travail, et cet étrange lieu où il va faire des rencontres de concepts personnifiés là aussi. Donc on sent que c'est en rapport effectivement avec ces deux entités. Donc au niveau du pitch, ça commence comme ça, effectivement. Donc on est sur cette notion-là. On va tout de suite traiter l'éléphant dans la pièce. C'est à couper le souffle. Enfin, je vais être vraiment clair, c'est dingo. Enfin, je veux dire, il faut vraiment qu'on soit parfaitement limpide sur ce point-là. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, en fait. Je sais que la couverture a été un petit peu étrange parce qu'on ne voit qu'une partie du dessin de Tradd Moore, ce qu'il a voulu faire. J'ai jamais vu ça. Alors, vous avez déjà dû voir, enfin, on a déjà chroniqué Silver Surfer Black, où on avait déjà vu un peu la puissance qu'il peut avoir en termes de traits, de grandeur, mais c'est de la folie, dans tous les sens du terme. Chaque page est un tableau que je vais accrocher chez moi. Son style est fluide, son style est glissant, coulant. Il joue sur la décomposition du mouvement beaucoup. Ça me fait penser, désolé pour la référence, à Marcel Duchamp avec le nu descendant l'escalier. Ce côté vraiment de découper le mouvement sur une seule image. Plus qu'un effet de Lucas, il y a vraiment cette notion de cinétique, de montrer d'un point de vue un peu comme un kaléidoscope toutes les actions en même temps. C'est assez... c'est vraiment, enfin, c'est dingo, quoi. Les planches en plus sont bigger than life, c'est-à-dire que
les personnages sont compressés dans des mondes gigantesques. On y retrouve un peu la patte Daniel Rowan Johnson pour ce côté vraiment des planches qui t'explosent au visage en permanence. Donc faut pas s'arrêter à la couve dégueulasse en fait, c'est ça que je Et veux dire. alors là, elle n'est pas dégueulasse. Hein. Pardon, non, Ben te regarde. immonde, excuse-moi. Mais c'est vrai que vu qu'on est focalisé sur le personnage, on voit pas toute la nuance qu'il y a derrière. On apprend à l'apprécier cette cover. Il joue aussi un peu beaucoup sur les effets de miroir déformants, puisque les personnages sont mis face à eux-mêmes, etc. Je passe vraiment du temps sur le graphisme, parce que l'histoire est intéressante, mais vraiment, enfin, le graphisme, c'est le cœur vraiment du récit. Pour revenir un petit peu au récit, donc le récit est un peu énigmatique, forcément un petit peu au début, mais honnêtement, ça se laisse plutôt suivre. C'est pas illisible, même s'il y a des concepts un petit peu poussés, mais c'est pas illisible. On voit qu'il y a un petit peu une ambiance un petit peu Orphée descendant aux enfers, avec des rencontres un peu étranges. Il y a aussi un peu de Promethea, qui avait elle-même travaillé elle-même, je la personnifie. Alan Moore, c'est un personnage qui avait créé Alan Moore, qui joue beaucoup sur ces concepts d'idées incarnées, de champ des idées, etc., qui joue donc avec les concepts abstraits. Et puis c'est Doctor Strange, hein, clairement, on est toujours dans cet univers un peu éthéré. Une autre chose que je veux dire par rapport au style et qui colle aussi avec ça, c'est que ça fait très poster des années 60, vous savez, c'est avec des lettres toutes 70. déformées. Ouais, 70 d'ailleurs, 70. pardon, ouais, tout à fait. Donc il y a vraiment ce côté-là, mais c'est tellement beau, vraiment, je n'insisterai jamais assez. Pour être tout à fait impartial, il y a un petit travers d'exposition dans l'issue 3, c'est-à-dire qu'il va se poser et raconter l'histoire, ce qui est un peu dommage. C'est pas catastrophique, mais oui, effectivement, il aurait pu le faire un petit peu plus fluide puisque c'est en 4. Honnêtement, ça va, c'est pas dramatique. Mais il y a vraiment ce côté, on se pose, je t'explique quelques enjeux, puis on continue. C'est un énorme coup de cœur. Comment dire, vivement la fin, bien sûr. Vivement une édition digne de ce nom. Vivement des tableaux accrochés chez moi. Enfin, Une planche ? une planche, hein, bien sûr. Alnetrix qui nous écoute, bien sûr. Vraiment, c'est pas toujours le cas. Je sais que, par exemple, le Full Circle avait fait débat parce que le fond avait moins parlé à plusieurs personnes, d'ailleurs, autour de cette table, hein, notamment. Pour moi. Que je peux comprendre. Là, je pense que le fond et la forme arrivent à se rejoindre. Encore une fois, c'est pas. Faut un peu lâcher prise comme toujours. Hein. Il y a une partie de texte, d'explication, des concepts un peu éthérés, notamment au niveau de. Je vous ai épargné tout ce qui est la partie coin. Mais franchement, c'est. Quel plaisir. Vraiment, quel plaisir immense de lire ça. Et j'ai hâte de l'avoir en physique chez moi, en TPB. Que dis-je en TPB ? En hardcover magnifique et gigantesque. Gros coup de cœur, quoi. Tout à fait. Très bien. Je vais demander leur avis à nos autres comparses, évidemment. Donc, XT, qu'en as-tu pensé ? À peu près le même constat en termes du graphisme. Hein. Clairement, c'était une énorme claque. Et tu l'as cité, je pensais le citer aussi en parlant de Promethea. Clairement, il y a un vrai parallèle à faire entre les deux œuvres. Alors, pour plusieurs points, ne serait-ce qu'en effet pour le côté un peu imaginaire et le côté un peu... je perds le mot que je cherchais, mais un peu on va dire un peu rêveur en fait. Enfin, ce que je veux dire, c'est il y a peut-être une nuance là-dessus. C'est dans la narration où, par contre, là, on a une différence entre ce qu'on pourrait appeler entre Alan Moore et puis Tran Moore. Là, on a une énorme différence. Par contre, Alan Moore aura tendance le prénom aura tendance à bien plus nous accompagner malgré son côté obscur. Ouais, il nous accompagnera plus. C'est bien sûr, c'est particulier évidemment, mais il nous accompagne beaucoup plus dans la lecture. Après, on parle d'une œuvre qui a 36 issues contre une œuvre qui en a 4. Bien sûr, bien sûr. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Donc moi, clairement, pareil, je rêve d'une hardcover de cette œuvre et je la prendrai volontiers. Mais comme dit, voilà, juste le petit bémol en effet sur le côté, j'ai lu deux fois les 2 dernières issues et en fait la partie d'exposition était vraiment nécessaire parce que je commençais vraiment à me perdre sur. C'est pour ça que je n'en veux pas trop. Non, au contraire, je trouvais que c'était nécessaire. Vraiment, j'étais content que ça soit là. Je me dis enfin, je commence à mieux situer les enjeux, comprendre ce qui se passe et qu'est-ce qui se passait avant. Parce qu'au début, j'ai juste pris ma claque juste pris ma claque graphique et puis bon, les lignes déroulaient tandis que je regardais à côté ce qui se passait, quoi. Donc gros coup de cœur de mon côté. En effet, j'attends vraiment une édition physique digne de ce nom pour le récupérer. Jean, un avis ? Oui, absolument. Je pense qu'on va enfoncer le clou, tout simplement. C'est absolument dément.
C'est absolument monstrueux. Reagan l'a dit et je l'avais noté, j'ai jamais vu ça. En comics, j'ai jamais vu un truc pareil. Graphiquement, c'est un truc de malade mental. Et donc rien que ça, déjà, ça te transporte. Et moi, ça m'a fait penser un peu, alors avec un trait plus arrondi, mais ça m'a fait penser à Druyet, par exemple. Aussi, les tout à planches, fait, les planches complètement tarées de Druyet qu'on pouvait trouver dans Métal Hurlant, c'est de cet ordre. T'as parlé de Marcel Duchamp. Moi, j'ai vu du Dali aussi. Tout à fait. Enfin voilà, tout à fait. ça va très 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 loin et ça va tellement loin que ça touche à une sorte d'abstraction en fait. Ça devient, pour moi, c'est une œuvre un peu totale parce que cette histoire qui est très métaphysique, qui se passe sur différents niveaux de réalité, qui met en scène des concepts cosmogoniques très forts de qu'est-ce que le monde, le monde des idées, c'est qui en plus renvoie à Platon, rien que ça, qui s'incarne dans le monde physique. Il y a cette idée notamment de l'idée d'épée. Je ne veux pas en dire plus, mais juste ce passage-là est incroyable. Petit clin d'œil à Kate, d'ailleurs, sur la notion d'idée d'épée, pour ceux qui l'auront. Et donc, ces thèmes philosophiques, métaphysiques, accompagnés de ces dessins complètement tarés qui touchent à l'abstraction, au symbole, finalement, il y a un moment donné où ça te parle plus à l'intellect, ça te parle directement au subconscient. Et je pense qu'il y a des trucs qu'on perçoit sans percevoir ou qu'on prend et qu'on perçoit pas tout de suite et qui vont se développer dans le cerveau plus tard, parce que c'est des œuvres pour moi qui tout d'un coup vont toucher j'ai envie de dire à la fabrique même de la réalité. Oui monsieur, rien que ça. Donc chef-d'œuvre absolu. À peine déjà un chef-d'œuvre même pas fini. Voilà. Oui, alors ce serait dramatique, alors, ce serait que la dernière issue Alors, soit il y a nulle. toujours un risque, effectivement, que la dernière issue sabote tout, mais Oui, non, d'accord. De toute façon, ça, ne serait-ce que pour les 3 premières issues, ça vaut le coup. J'ai un bémol dessin. Et, c'est juste pour rajouter un truc, parce que histoire de diminuer peut-être les attentes. C'est le découpage. J'ai trouvé extrêmement classique. ah ben je trouve pas, tu vois. C'était très carré. Je trouve qu'il alterne les deux, justement. Il a à la fois un découpage classique et à la fois il joue énormément avec la géométrie de ses pages. Alors, il joue à la géométrie, mais il manque de. Comment dire, enfin, ça reste des cases carrées. Enfin, il n'y a pas des cases où vraiment il joue vraiment tant que ça. Je suis pas tout à fait d'accord. Après, Mais ça manque la petite folie là-dessus, que par exemple, où je comparais à Prométhée, où tu avais avec John Williams 3 qui avait complètement une vraie folie. Alors. Mais après, bien sûr, je compare sur deux choses un peu. Enfin, pardon, mais alors, C'est juste pour rajouter un bémol. Non, c'est non, pas- non, mais voilà, y a c'est pas de pour la souci. forme. moi, ça m'a pas frappé, mais maintenant que tu le dis, en même temps, ce qui se passe à l'intérieur en fait, des c'est ce cases que j'allais dire, c'est que est tellement destructuré, je pense que ça, tellement ouais, fou, c'est ça. que si t'as pas un peu de cadre carré quelque part, C'est exactement ça que je pensais. Tu Ouais. peux plus t'y retrouver, quoi. Je Ouais, pense que mais ça il aurait pu aiderait pas rejouer un peu forcément plus. la lecture. Mais tu c'est- vois. Non, je dis pas. Je sais pas, que- je trouve le dosage est bon, tu vois. Et pour finir juste pour Promethea, évidemment, J.H. Williams c'est un génie, mais on va pas se mentir, il y a certaines planches à lire pour J.H. Williams, il faut un tuto. Parce que tu sais pas dans quel sens tu dois la lire, la planche, quoi. Il y a de ça. Donc bon, vraiment, enfin, c'est rien n'est parfait, hein, la question se pose même pas, mais c'est vraiment quel plaisir. Petite parenthèse, si tout va bien, comme pour Silver Surfer Black, il y a une Treasury Edition qui est prévue en VO, donc normalement un format un peu agrandi. Par pitié, Panini, faites quelque chose à la hauteur du comics, s'il vous plaît, quoi. Ouais, changer la cover. Alors pour les voir une cover, il y a notamment Daniel Royal Johnson. Hein, s'ils veulent prendre de ce côté-là, moi je suis preneur. Mais cela dit, la cover, c'est vrai que la cover de l'issue 1, moi, quand je l'ai c'est vue, dingue, hein, parce que je me suis dit, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et puis dès les premières planches, tu fais, ah ouais, non, mais en fait, non. et pourtant c'est la fabuleux. cover ne vous ment pas sur le contenu. Mais non, C'est ça qui est marrant, ça c'est qui est que bizarre. Ah ouais, bah, tout- pour autant, le personnage est souvent dessiné de cette manière-là. Bon, vous n'avez pas l'image, mais vous voyez de quoi je parle. Et c'est juste que vu que le reste est aussi fluide que ce personnage, ça passe, mais En fait, ça donne l'impression d'un gros zoom. On dirait un gros zoom dans c'est une ça des en cases. fait. Surtout qu'il faut pas oublier que c'est une warp-around en Mm. fait. C'est que celle que vous verrez, excusez-moi, celle que vous verrez en Ça fait des rayon, sons d'ambiance, c'est bien. C'est ce qu'il est en train d'ouvrir la poche. celle que vous verrez en rayon et en fait de double. Enfin, il y a le dos compte dans la picture globale. Et le dos paraît beaucoup plus joli que Et la quand front on met les page. deux en place, forcément, ça marche.
Ok. Moi, je vais rajouter une petite piécette parce que si vous aimez ce genre de design très, justement, on parlait années 60-70, on pense à Shizuki Superstar, on pense à tout ça. Moi, je vous conseille un BDiste français qui s'appelle Tito Topin, qui a notamment sorti une BD extraordinaire en 1969, scénarisée par Jean-Yann, qui s'appelle La langouste ne passera pas, et qui a exactement ce genre de design très dans les arrondis, un peu inspiré par le LSD et les champis, et qui colle très bien à son époque. Donc voilà, moi je voulais faire une petite reco BD franco-belge pour l'occasion, et je m'arrête là. Je crois que mes collègues ont tout dit. On va passer à la 3e review de cette émission, et je passe la parole à XT. Alors, du coup, on va parler de Once Upon a Time at the End of the World, un comics écrit par Jason Aaron et dessiné par, là, le nom du dessinateur va être compliqué, Xander Tefengi, pardon, et aussi quelques pages par Nick Dragotta. Alors, je ne sais pas ce qu'en pensaient mes petits camarades, mais je pense que je vais peut-être être le vilain canard sur celle-là. Concrètement, juste pour résumer du coup assez rapidement, on est sur un contexte d'un monde post-apocalyptique avec on nous décrit très vite les décors de cet univers où on a la montée des eaux et surtout la montée des eaux avec plein de déchets partout. Ce qu'on pourrait vraiment imaginer par en tout cas moi je pourrais avoir dans mon imaginaire de monde post-apocalyptique qu'on pourrait avoir aujourd'hui, c'est-à-dire montée des eaux et des déchets partout parce qu'on abandonne tout partout, enfin la montée des eaux, la mer et les déchets dans la mer. Et on commence l'issue par suivre un personnage très candide et un peu innocent qui s'appelle Maceo, qui vit seul dans son espèce de tour d'ivoire dans lequel il avait un centre commercial, enfin ce qui était un centre commercial global certainement auparavant. Et tel Kevin McAllister, il protège sa tour avec plein de pièges autour contre les différentes menaces qui peuvent arriver, et il fait ça de manière très ingénue. Donc voilà. Et aussi on remarque que c'est une personne très seule, c'est-à-dire qu'en fait on remarque très vite qu'il est tout seul dans sa tour et qu'il parle dans son enregistreur pour enregistrer ce qu'il fait dans sa journée, il se parle tout seul. Et on le voit aussi vivre relativement la belle vie, attention, grande guillemets là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'est pas inquiété par le monde qu'il y a autour de lui. Il passe son temps à lire, il passe son temps à jouer, et à ce genre de choses. Et en parallèle, on voit un personnage qui arrive sur une barque. On nous dit que ce personnage a navigué pendant des jours et des jours pour échapper à une menace. Ce personnage, c'est Esmeralda, et on voit tout de suite que ce personnage est beaucoup plus survivaliste que les Maceo. Et évidemment, les deux sont amenés à se rencontrer. Et les deux sont extrêmement opposés dans leur manière de faire. On parle d'Esmeralda, donc d'Imezzi, qui est beaucoup plus dans la violence et dans la manière et dans la survie, c'est-à-dire elle pourrait manger des rats, elle sait tout pour survivre, elle pourrait faire C'est coudre des rats surtout. coudre des rats, tout à fait aussi, pour en faire des chaussures Et des couvertures. et des Chaussettes. des chaussettes, pardon, ouais, c'est vrai. Pour faire ce genre de choses, elle pourrait faire un couteau avec du papier, j'exagère un peu, mais vous avez l'idée. Et il se trouve qu'en fait, on apprend qu'elle est poursuivie par des rangers. Alors au début, on se dit des rangers, bon, est-ce qu'on nous parle vraiment des rangers à l'américaine? Et oui, on nous parle de gens qui, en tout cas physiquement, qui nous sont présentés des rangers à l'américaine. Du coup, elle court, un risque du coup. Du coup, elle court un risque, comme je disais, elle est poursuivie au début. Non, il l'a pas. Putain. C'est pas les chaussures. Ranger du risque, Oh là titre là. d'épisode. Oh là là. Ouh là là. Et donc, on voit les personnages sont vite amenés à se rencontrer, et voilà, ça c'est à peu près la fin de l'issue 1. Et à la fin de cette issue, on a 2 pages. Donc là, on change de dessinateur, et là, on a Nick Dragotta qui dessine les 2 dernières pages où on est propulsé dans le futur sur 2 pages. Et on voit Maceo qui dit Mace, du coup, a priori, qui se renomme Mace. Des années plus tard, alors je crois que c'est 20-30 ans plus tard, attaché et en train d'être menacé par différentes personnes. On ne sait pas trop la raison, mais il aurait construit quelque chose avec Mezzi, et il serait à la recherche. Et ça, c'est la fin de l'issue 2. La fin de l'issue 1, pardon.
Et c'est là que démarre du coup notre aventure. C'est qu'on va se retrouver en fait, on va commencer à avoir deux histoires un peu parallèles. D'une principale où on va commencer à suivre notre voyage, une espèce de buddy movie, love story de personnages qui se découvrent l'un et l'autre, qui se complètent avec Mehdi qui comme je disais, la dame à tout faire et tout faire en côté technique, je veux dire survie, etc. Et lui, l'homme à tout faire version ingénierie. C'est-à-dire que c'est lui qui va avoir tout plein d'idées pour faire le côté. Il va commencer à l'attendrir. En fait, elle qui a toujours été dans le côté survie, lui va commencer à l'attendrir avec des divertissements, ce qu'elle ne connaissait jamais. Qui est elle obéit à un code très précis d'un livre qui est le guide du ranger, qui est là pour la survie. Les castors juniors, je connais. Ouais. Exactement. En fait, on pourrait vraiment partir sur cette idée-là. Et donc, on part sur une forme de teen movie. Et elle fuit, en effet, ces rangers. Donc, on voit ces rangers qui sont à leur poursuite. Et lui, évidemment, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on le voit avec son énorme sac à dos, parce que c'est la première fois, c'était le personnage qui va apprendre à découvrir la vie, un peu comme Bilbo le Hobbit, en fait, concrètement, I'm going on an adventure. Qui fait ça, en fait, qui suit Mehdi pour un peu découvrir ce monde. Malheureusement, pas toujours, pour des belles choses, on va dire. Donc, les deux vont commencer à s'attendrir un peu l'un et l'autre. Surtout, lui, il va attendrir Mehdi, cette relation va s'apaiser parce qu'elle est beaucoup plus dure, elle voudrait le rejeter. Dans son code, elle aurait dû déjà le tuer parce qu'il l'a ralenti dans son chemin. Et voilà. Après, il reste l'autre issue 3, pareil. Je vais pas en rajouter beaucoup plus parce que c'est dans la continuité. Et on a toujours cette logique d'avoir un fast-forward à chaque fin d'issue. 1, 2, 3 à la fin ont un fast-forward de quelques pages et toujours dessiné avec les deux dessinateurs différents. Le fast-forward, je précise juste quand même la fin, au niveau de l'issue 3, le fast-forward, on découvre quand même que Mace à la fin, c'est quand même plutôt un badass quand il a vieilli. Il y a un petit côté Black Science pour ceux qui voient un peu le personnage, un peu semi-héros méchant. Inspecteur Gadget, mais oui. Et côté Inspecteur Gadget, parce qu'en effet, via son ingéniosité, on découvre qu'il a des scies dans les bras, un fusil dans le bras, qu'il a vraiment dans le bras, c'est pas un accessoire. Donc voilà. Alors bon, honnêtement de mon côté, je trouvais que pour l'instant c'était un début assez, on va dire, classique de Buddy Movie Love Story, teen story, quelque chose qui pourrait vraiment démarrer une histoire d'amour. Il y avait quelque chose de presque il y a un côté vraiment candide, le côté attachant de Masao son côté candide est vraiment attachant au départ. Maintenant, je trouve que c'est un petit peu vu et revu pour le moment. J'espère que ça va développer plus et les pages de fin semblent pencher un peu plus la balance vers ça. Mais en même temps, ces pages de fin décrivent, j'ai l'impression de voir un peu la même chose que ce que je vois dans Black Science. J'ai vraiment l'impression de voir un gentil garçon qui devient un peu un anti-héros à la fin, qui devient vraiment... Après, j'en sais pas plus que ça pour le moment, vu la teneur de... Tu penses à qui un gentil garçon dans Black Science? Personne. Ah, on est d'accord. Non, on imagine un bon père de famille au départ, mais qui part vite en vrille. Et là, bon... Ok. Mais bon, vous voyez l'idée. Il y a un petit côté aussi, je voyais aussi du Paper Girls aussi. Dans le dessin, je voyais un peu du Paper Girls en tout cas. Et bon, honnêtement, de mon côté, ça ne m'a pas transcendé pour le moment. J'espère vraiment voir plus. Parce que ça reste pour l'instant une histoire de buddy movie assez classique. Tant est qu'on voit aussi toute la décrépitude du monde autour. Qui est en fait le world building est peut-être plus intéressant, je trouve, que l'histoire qui nous est racontée pour le moment en tout cas. Donc mi-chaud mi-froid, je serais curieux d'en lire un peu plus pour le moment et pour voir plus loin. Regen, ça a l'air de t'inspirer moyennement. Ça va saler là, je le sens. Oh, de suite. Non, déjà dès le départ, une histoire de post-apo, c'est nouveau, ça vient de C'est sortir. original. Avec tes enfants. Avec des enfants non, c'est pas vraiment des enfants, mais non, c'est sûr que c'est le setup. Quand il vous a résumé, vous avez l'impression d'avoir déjà entendu ça. Oui, forcément. Le setup est très classique, ça, il n'y a pas de doute. Déjà, premier point, avant même de parler du comics, première page qu'on lit, écrit livre 1, chapitre 1.
Donc apparemment, c'est des ambitions quand même. J'ai cherché en combien. Alors j'ai vu que c'était en 3 livres. Enfin, j'ai vu que c'était en 3 parties. Voilà, donc. Mais après, combien d'issues par partie, j'ai pas réussi à Aucune trouver idée non l'information. plus. Donc, sous-entendu, en tout cas, il veut faire un peu plus que juste 3 issues qui se battent en duel. Ça, c'est clair. Au-delà du setup effectivement classique, je trouve que les personnages sont bien écrits. Certes, c'est du déjà vu, encore une fois, mais il n'y a pas d'exposition forcée, il y a des relations qui avancent assez naturellement. Franchement, c'est plutôt intéressant de ce côté-là. Les dialogues, finalement, ils jouent pour beaucoup, comme souvent, quand c'est les personnes. C'est plus caractère-driven que story-driven, très clairement. Je sais pas, ouais, c'est pas mauvais, très clairement. Le flash-forward est quand même assez intriguant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'intérêt à se dire comment on veut en arriver là. Qu'est-ce qui va mener vers ça ? Il n'y aurait pas eu ça, je pense Tu aurais lâché ? Ouais, je sais pas. J'aurais été beaucoup plus salé, en effet. Le truc, c'est que ça, en dehors effectivement des flash forward, c'est du sympa, classique, bien écrit globalement. Enfin, moi, je trouve pas ça mal écrit, mais c'est pas hyper original, ça c'est sûr. Honnêtement, à voir. De ce côté-là, à voir. 2 petites mentions de mon côté. Donc, comme on disait, la couverture de rat, hein, très, très clairement, j'avoue que même visuellement, c'était quelque chose. Côté dessin, tu en parlais, c'est clairement du... Désolé, ça sonne négatif, mais c'est pas si négatif. C'est du sous Cliff Chiang. Ouais, clairement. Oui. C'est pas genre brouillon laid, hein, mais c'est sûr que Cliff Chiang a un niveau voilà, au-dessus. Mais du coup, c'est plutôt propre niveau graphique. C'est plutôt intéressant. Voilà, moi, c'est pas un gros non, c'est pas un gros oui, c'est un peut-être. Ça se laisse lire, quoi. Non, mais vraiment, je vais te dire, honnêtement, c'est déjà bien pour du post-apo, parce que, honnêtement, du post-apo, on en lit, mais littéralement, on en voit partout, tout le temps, en permanence, surtout en comics. Arriver à être suffisamment intéressant et même un petit peu intriguant pour dire pourquoi pas et on verra en continuant, c'est déjà pas mal, hein, honnêtement. C'est vrai que le dernier post-apo Scout qu'on a chroniqué, c'était vraiment pourri, quoi. C'était quoi déjà ? Je sais plus, c'est moi en plus. Un truc avec America dedans. Ah oui. Ouais, qui était vraiment pas terrible. Et puis il y avait eu aussi We Live aussi, c'est ça? Ouais, il y avait eu aussi Little Place, Further Place from Here. Enfin bon, il y en a toutes les mois, beaucoup, ouais. Littéralement. Further Place, j'avais trouvé ça pas si mal. Après, là, Rain aussi techniquement. Après, toujours pareil, je sais que le post-apo, c'est aussi un mot un peu galvaudé, on met tout et n'importe quoi dedans, parce qu'on Oui, a c'est déjà large, parlé. Voilà, il y a le post-apo, le pré-apo, enfin bref. Pour la défense, pour le coup, il est La un peau univers à canard. vraiment post-apo J'allais la sympa pour le moment. Enfin, je trouve que c'est là, il s'est réussi plutôt pour un post-apo. Oui, le setup est... Il y a des bonnes idées en fait. Voilà, et le setup est pas enfoncé dans la gorge en mode vous avez vu, bande de salauds, vous avez détruit la planète. C'est sous-entendu, mais on vous l'enfonce pas dans la gorge, quoi. Ah, Un avis divergent Attention. de Jean. Non, il pensait à autre chose. Pas du D'accord. tout, j'allais dire juste une connerie et c'est très bien que je l'ai pas dite. Pareil. Fame. Merci. Je vais faire vite parce que pareil, quoi, c'est pas très original. Mais c'est hyper bien foutu. C'est-à-dire Jason Aaron, il sait écrire, il sait comment faire. Donc les personnages sont super attachants très vite, l'univers est prenant. Et puis là où on pourrait être un peu frustré, il y a ce flash forward à la fin qui te fait dire ah, surtout que la première fois que ça vient, il joue. Justement, il sait faire, il est malin. Il joue très bien sur le contraste puisque c'est le moment où les deux personnages prennent la route ensemble avec le coup classique de elle veut pas qu'il vienne et puis finalement elle change d'avis et puis elle lui dit viens quand même, qui est archi classique mais comme c'est bien foutu ça passe. Et donc il y a vraiment une mise en place de buddy movie sympa qui se met en route et dans un mood un peu sympa et là bim, flash forward, lui on sait pas 30 ans, 40 ans plus tard, vieux, attaché, en train de se faire torturer par des créatures monstrueuses. Je fais waouh, qu'est-ce que Ah ouais, comment on en à ce arrive. Ah oui, Donc, non, vraiment. voilà, comment on en c'est arrive là. plutôt gore le côté. Enfin, Donc voilà, moi, je vais pas répéter, c'est bien foutu et donc moi j'ai assez envie de connaître la suite. Une toute petite parenthèse, il y a quand même des moments un peu durs. C'est pas... Enfin, voilà, oui, j'ai oublié de parler de ses oui, parents. voilà, c'est pas... Comment dirais-je, c'est pas du gore de partout, mais il y a quand même des moments pas forcément... Voilà. J'ai préféré pas l'évoquer, mais en effet. J'en dirai pas plus, mais oui, ouais. effectivement. Il y a un truc qui. Enfin, c'est ce qui fait que il sait rendre ses personnages attendrissants pour une raison. Maintenant, c'est. Voilà. Donc intriguant. Oui. Serait le mot. Oui. Très bien. Moi, j'ai juste noté comment n'attrape-t-il pas le scorbut en ne mangeant que des friandises. Voilà, ça m'a un peu. C'est la question que je me suis posée en lisant pour vous dire à quel point j'étais à fond dedans. Très bien. On est bon pour les reviews.
on va pouvoir passer à la suite de l'émission. Petit jingle, s'il vous plaît. Alors, avant de passer à l'étape habituelle du focus, petit moment réclame, puisque où pouvez-vous nous retrouver en dehors des émissions? Voilà une bonne bien question, évidemment. Maryse. Alors déjà, très important, vous pouvez nous soutenir sur Patreon. Voilà, si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, vous pouvez nous aider à financer l'émission en allant sur Patreon / Comics Outcast, je crois. Oui. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Non, Non. vaisseau hypersensible. Vaisseau hyper sans sas. La très mauvaise réclame. On voit que j'ai bien préparé mon émission. Donc voilà, Vaisseau hyper sans sas, bien évidemment, qui est aussi le nom de notre Discord que je vous invite très chaudement à rejoindre parce que la communauté est super cool et vous pouvez retrouver plein d'exclusivités. Vous pouvez parler Cœur des sur la comics commu. dont vous avez envie de parler. Vous pouvez suggérer Sauf des un. choses et discuter avec le crew, donc les animateurs des différentes émissions, pour leur dire à quel point ils sont géniaux et fantastiques. Vous pouvez nous retrouver sur plein d'autres réseaux sociaux, évidemment, notamment Instagram, Twitter et même Facebook grâce au Bouya Comic Club, qui est encore actif, qu'importe. que Grâce à disent Jean, les- principalement. Voilà. Et puis, qui est un peu quand même le bébé. C'est le canal historique, jeune, comme le on jeune dit. Discord, quoi. Bien sûr, hein, avant le Discord avant le Discord. C'est ça. Très bien. On va pouvoir passer au focus. Cette semaine, nous allons vous parler de Animal Man par Grant Morrison. Et je vais passer la parole à Jean qui en Oui. a une lecture toute fraîche, on va dire, et donc qui est le plus à même de nous en parler pour commencer. Oui, absolument. Donc, je vais vous parler de Animal Man par Grant Morrison, de son run qui a débuté en 1988. On est donc sur un oldies. En 1988, donc pour faire le générique, Grant Morrison à l'écriture. Les dessins sont assurés selon les épisodes par Chaz Truog, Doug Hazelwood, Tom Grumet. Les couleurs sont de Tatiana Wood et les couvertures sont de Brian Bolland. Alors, Animal Man, c'est un personnage de, même pas seconde zone, de troisième zone. Oui, bien tassé, oui. De chez DC qui a été créé en 1965. C'est un super-héros qui a le pouvoir de prendre les pouvoirs des animaux qui sont autour de lui. Donc s'il est à proximité d'un gorille, il va pouvoir avoir la force d'un gorille, d'un oiseau, il va pouvoir voler, d'un poisson, il va pouvoir respirer sous l'eau, etc., etc. Comme dans la série Manimal, en fait. Non, exactement pas du tout. Non, parce que dans Manimal, il se transforme. Il se transforme. Là, il se transforme Là, il pas. prend les pouvoirs, Il prend les pouvoirs. les capacités. Les capacités, voilà, c'est le mot que je cherchais, merci. Et c'est un personnage qui finalement, depuis sa création jusqu'à ce que Grant Morrison le reprenne, il est resté... Il n'a pas brillé. Il n'a pas brillé, on le voyait à peine, etc. Et ce qui se passe... Il a néanmoins fait partie de la Justice League. Il pour a fait information, partie- hein. Non, mais il rentre dans la Justice League essentiellement après, pendant le moment du run de Morrison. Alors, il me semble qu'il avait fait partie de Justice League Il a peut-être- internationale juste avant. Juste avant. Il me semble. Enfin, en tout cas, c'est concomitant. C'est concomitant, mais donc on l'a pas beaucoup vu, on l'a aperçu dans Crisis on Infinity Earth juste avant, et donc qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que à la fin des années 80, il y a Karen Berger, la fameuse, Un petit La nom, grande- ouais. voilà, qui se lance comme chasseuse de tête pour trouver des auteurs anglais, ou plus ou moins, parce que Grant Morrison est écossais, attention. Enfin, Oula. attention, William Ouais. Wallace, liberté, tout ça, enfin bon, bref. Et donc, il fait partie de ce train d'auteurs, donc, on va dire du Royaume-Uni, qui ont été ramenés, tels que Alan Moore, Neil Gaiman plus tard, etc. Et on lui dit, tiens, il y a ce personnage dont tout le monde se fout concrètement, tu fais ce que tu veux. Et au début, lui, il pense écrire juste les 4 épisodes pour refondre le personnage. Sauf que après les 4 premiers épisodes, on lui dit continue. Et à partir de là, il se creuse la tête et il va ouvrir sur autre chose. Donc, pour resituer, ce qui est important de savoir, c'est que juste avant, donc, il y a eu cet énorme événement chez DC Comics qui s'appelait Crisis on Infinity Earth, qui était une refonte complète de la continuité de toutes les séries, et notamment de tout le multivers qui existait à l'époque chez DC, et qui a été, le temps de cet événement, détruit pour qu'il n'y ait plus qu'une seule Terre. Plus tard, il y a eu d'autres crises et le multivers est revenu. Mais bref, à ce moment-là, il est détruit. Et donc, toutes les séries sont rebootées, remises au goût du jour. C'est un peu une tradition chez DC Comics
d'intégrer leurs choix éditoriaux à la narration. C'est-à-dire quand ils rebootent une série, qu'ils veulent remettre un personnage à l'ordre du jour, ils racontent qu'il s'est passé un événement surnaturel, que les terres ont disparu, etc., pour intégrer tout ça. Et Grant Morrison va jouer là-dessus. Parce que Grant Morrison, c'est quelqu'un qui a toujours été travaillé par l'idée des différents niveaux de réalité, de tout ce qui est méta. Il est très reconnu pour son travail de méta, donc ce qu'il a fait dans Doom Patrol, ce qu'il a fait notamment dans ce qui a été un peu son pic méta Multiversity, et puis s'interroger sur au fond qu'est-ce que la réalité même, avec notamment son œuvre The Invisibles, qui est réputée pour être l'œuvre qui a largement et officieusement inspiré Matrix. Donc c'est quelqu'un qui est obsédé par ces questions du méta et des niveaux de réalité. Et Animal Man, en fait, ça a été son premier pas là-dedans, premier coup d'essai, et j'ai envie de dire coup de maître. Mais pour revenir plus précisément, donc ça commence doucement, avec ces 4 épisodes qui remettent au goût du jour ce personnage un peu oublié. On nous présente sa famille, il s'appelle Buddy Baker, il a 2 enfants, il est au chômage, il vient juste de se faire engager par Justice League, mais ça paye pas bien. Sa femme, elle aimerait bien que ça rapporte un peu plus d'argent, qu'il soit sérieux. Lui, il tient à être un super-héros. Et donc, on a ces 4 premiers épisodes qui nous pose cette première chose, et aussi, surtout, une thématique qui va courir tout au long des 2 ans pendant lesquels Grant Morrison va travailler sur la série, la question du bien-être animal. C'est un personnage qui forcément est touché par le sort des animaux, et dans ces 4 premières issues, il va être confronté à une histoire notamment avec des labos qui font des expériences horribles sur les animaux, etc. Et il va prendre la décision de devenir végétarien. Il a les mêmes initiales que Brigitte Bardot en plus. Voilà. Est-ce que c'est une coïncidence ? Je ne sais pas. Okay. Oui, coïncidence, je ne crois pas. Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a un truc très important, et il faut remettre les choses dans le contexte. On est en 1988. Aujourd'hui, parler de la question du bien-être animal et autres, c'est heureusement rentré dans le débat public, mais à l'époque c'est vraiment complètement nouveau, et ça va courir tout au long de son arc, en posant des vraies questions, quoi, jusqu'où des questions telles que est-ce que trouver un médicament contre une maladie pour soigner des humains justifie de torturer des animaux, jusqu'où on peut aller pour défendre la cause animale. Il y a la question de l'écoterrorisme qui va se poser de manière très forte, et de l'implication, et le personnage va devoir se positionner par rapport à ça. Donc voilà, donc dans ces 4 premiers épisodes, ils fonctionnent bien, ils lancent ce thème, et puis déjà c'est bien. Et puis après il y a le 5e épisode, je ne vais pas vous faire les 20, les 26 comme ça, vous inquiétez pas, mais qui est le point de bascule. C'est ce moment où Grant Morrison se dit je dois continuer et je ne sais pas quoi faire. Et il sort cet épisode complètement taré qui s'appelle l'Évangile du Coyote. Et l'Évangile du Coyote, c'est une reprise en mode tragique et métaphysique de l'histoire de Bip-Bip et Coyote. Je vous en dis pas plus, ce serait dommage, mais c'est juste hallucinant. Et dans lequel il pose une première pierre sur son l'axe méta qu'il va développer par la suite. Je noterai juste un truc là-dessus, c'est que ça peut être lu indépendamment de tout le reste. One shot. C'est un one-shot. Si jamais vous avez envie de tenter l'aventure et vous avez peur de vous y aventurer, vous pouvez juste lire cet issue, vous aurez déjà une idée globale de ce... Absolument, tu fais bien de le dire. Oui, alors Oui. pour moi, Du ça style, ne relève pas ça ce va qu'il plus loin, faut bien faire sûr. derrière. C'est Mais juste que c'est très bien écrit, c'est ça- assez drôle. Ah oui, c'est drôle, c'est émouvant, c'est intelligent, bref. Et donc à partir de là, il continue. Il va écrire plein d'histoires. Ce qui est bien, c'est que chaque épisode en général est bien... à force de lire des trucs en anglais, on devient comme Jean-Claude Van Damme, on a que les mots en anglais qui deviennent self-contained. Chaque épisode Autocontenu, est... tout simplement. Merci. Ou Monster of the Week, si Non, tu one veux, shot, presque. sinon, si tu veux traduire.
il y a des trucs super. Il y a un épisode avec le maître des miroirs Très qui bien écrit, est ouais. très très bien écrit, alors que c'est quand même pas un des personnages les plus foufou de l'univers d'ici, mais là il en fait quelque chose de très bien. Et donc au fil de ses aventures, il continue de poser par-ci par-là des petites pierres sur la question du méta, jusqu'à aller dans un trip vraiment. Ça va très très loin et ça va jusqu'à questionner la question de non seulement la réalité des personnages de comics, notamment par rapport à ce qu'on disait sur Crisis on Infinite Earths, que devient l'itération du personnage qui a été effacé avant la refonte. C'est une question que Morrison se pose. Et il pousse tellement loin ses réflexions qu'il finit non seulement par questionner la réalité des personnages, mais notre propre réalité. Pas seulement celle des persos, mais véritablement la nôtre, nous, lecteurs. Donc ça va très très loin et de façon finalement assez simple. Comme c'est sa première tentative et qui se comment dire Il se fait la main. en fait, on se dit qu'il se fait la main en lisant. Moi, j'avais lu Multiversity bien avant, où là, c'est plus cryptique, on va dire. Plus cryptique, ça va très loin. Là, finalement, c'est très simple, mais résultat, c'est incroyablement plus puissant. Moi, j'ai pris une claque énorme. J'en dis pas trop parce que j'ai pris un tel plaisir moi à découvrir que j'ai pas trop envie de trop en dévoiler pour les gens qui l'auraient pas lu et juste leur donner envie, mais tout d'un coup il y a des moments où vous prenez des vraies claques sur la question du méta, sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui préside au destin de ces personnages et le tout est fait avec une intelligence redoutable, une construction implacable. En gros, il y a 3 trucs principaux. Donc, il y a ce combat pour la vie animale qui court, donc, comme je l'ai dit, sur tout l'arc et qui va poser des questions de fond. Il y a le méta dont les éléments sont glissés tout au long à partir de l'épisode 5. Et puis, il y a aussi une histoire sur la dernière partie, une histoire de voyage dans le temps qui prépare presque 10 numéros en avance. Donc en termes de construction, c'est génial. Et tout ça, tous ces éléments principaux se retrouvent liés à la fin, dans le dernier épisode, le 26, d'une façon, tout se recoupe, tout s'aligne, tout est fait de façon parfaite, quoi. Donc je conclurai par dire que c'est donc une œuvre d'une intelligence redoutable, mais qu'elle pourrait être un peu froide et être un peu un trip intello s'il n'avait pas la très bonne idée d'y ajouter une dimension émotionnelle très forte. Et très personnelle surtout. Très forte et très personnelle, mais notamment par un événement traumatique extrêmement dur qui ouvre la dernière partie disons le dernier tiers du récit, où là, on s'y attend pas en plus, parce que la série est quand même plutôt légère dans l'ensemble. Non. Ouais, je suis pas trop d'accord. Non, mais je veux dire légère dans le sens. Non. On se prend. Non, mais légère au sens. Tu te prends pas. Enfin, c'est pas Punisher, c'est pas du Batman sombre, ça reste quand même. Ça reste Alors, juste sur ce quand point-là, même- pour là, je suis d'accord avec toi. Juste un petit mot par rapport à ça. Le run s'ouvre notamment avec une tentative d'agression sexuelle, des images très crues au niveau de la gestion des animaux. Non, très clairement, on sait où on met les pieds assez Oui, rapidement. mais Je vois ce que tu veux dire, mais je on pense pas que s'attend léger soit le mot. Oui, non, t'as raison. Tu mais parles je suis- peut-être de l'intrigue en je elle-même. suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord. Mais on s'attend pas par rapport au personnage principal, à ce qui lui arrive, on s'attend pas à ce qui se passe au début Moi, de je ce trouve dernier qu'il est tiers. il est malmené dès le début, en fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que, d'abord, tu rappelles, tu l'as dit, mais c'est publié chez DC tout court. Hein. Oui. Vertigo n'existe pas encore. Hein. Donc, Ça, c'est Karen Berger, donc bon. non, mais c'est- j'y viens justement. C'est qu'au moment où c'est publié, la seule chose qu'il y a, donc, c'est chez DC, il n'y a pas le label validé, approuvé de Comic Code Authority. Mhm. Et justement, Karen Berger dit non, mais allez-y, vas-y, raconte l'histoire que tu as envie de raconter. Donc, on a clairement Vertigo avant Vertigo. Oui, Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Tout est déjà là. Hein. C'est juste que Vertigo arrivera quelques années plus tard, en 93, si je dis pas de bêtises. Mais vraiment, enfin, le ton, même si effectivement il enrobe ça dans le coyote c'est marrant, etc. Mais vraiment, moi je trouve que dès le départ, c'est sombre. C'est juste que le personnage, lui, est lumineux. Mais c'est ça. En fait, Lui-même est lumineux. T'as Mais raison. c'est très sombre, très très vite. T'as raison. Mais par contre, on j'ai une s'attend. case en tête. Ah ouais, ils l'ont dessiné, quoi. Tu vois, ça fait bizarre quand même hein, quand tu commences ça. Notamment par rapport à sa femme et un des groupes
de redneck. Mais bref. Non, vraiment, c'est très fort, très très vite, je trouve. C'est juste pour la petite parenthèse. Oui, mais t'as raison. Mais c'est le personnage lui-même qui a quelque chose par contre, qui reste très lumineux et qui se prend un truc et c'est dans ce, la en fait, tête. c'est ce qui rend la qui fait dichotomie entre ce qu'il vit et lui-même qui est. Voilà. On a Et- un côté aussi au début où on a une famille, on va dire très classique, ou une famille heureuse, une famille heureuse avec ses petits problèmes, donc quelque chose de très simple au fil à ce niveau-là. Donc peut-être il y a aussi cette chose-là qui vient donner cette impression. On a vraiment cette famille un peu à américaine, heureuse, qui est dans son pavillon, lui travaille, il est au chômage, mais c'est compliqué, mais il s'aime. Oui, il y a ce côté voilà, très humain. au niveau du nœud, du nid familial, il y a quelque chose de qui reste très, et c'est là où le terme léger n'était pas bien choisi, mais de très lumineux, très sympathique, et on s'attend pas à. C'est d'autant plus violent, du coup. À un point de bascule, à ce point de C'est bascule. que c'est te met un une homme claque. ordinaire qui ne veut pas être un super-héros, qui veut par contre faire les choses bien. Et la vie, mais va le malmener d'une force. La vie, totalement. pardon. Non, la fiction. Ouais, exactement. Ouais, mais on peut en parler. Donc, je recommande mille et une fois de lire. Vraiment, coup d'essai, coup de maître. Il y a un côté. Enfin, il y a. Je le dis pour ceux qui l'ont lu et puis ceux qui le liront, je pense qu'ils percuteront à ce moment-là, mais il y a une planche. Pleine page juste du visage d'un personnage qui est une baffe fondamentale et qui est en fait une idée extrêmement simple et qui fonctionne du feu de Dieu. Et quand on y arrive, quand on est passé par toutes les étapes qui nous y amènent, c'est vraiment ça vaut vraiment le coup de faire tout ce chemin et jusqu'au dernier épisode qui est incroyable. Ouais, le dernier épisode est en effet c'est quelque chose. Pourtant, il y a un côté très malgré, il y a quelque chose dans ce dernier épisode qui pourrait être extrêmement reproché, que je pourrais reprocher à plein de choses, mais là je ne le reproche pas. C'est que le mec, l'auteur te fait, ok, même si t'as pas très bien compris mon livre, je vais te dire texto de ce que je voulais dire. Enfin, il y a un côté très, si jamais t'as pas compris, voilà. Oui, et ça marche super bien. Alors que bon, c'est le truc où en général il fait bon, c'est bon, pépère, j'ai compris de quoi tu me parles, mais il y a un côté tellement. En fait, c'est aussi là où on se rend compte à quel point il a mis de sa personne en tant qu'auteur dans toute cette œuvre. Et oui, ça rend la chose beaucoup plus attachante et exceptionnelle. Parce que, en fait, vraiment, c'est peut-être son œuvre la plus personnelle de tout ce qu'il a pu faire. Parce que j'ai l'impression qu'il parle beaucoup plus de lui que. D'autres récits où il met en scène la partie auteur, mais. Peut-être pas à ce point-là. Annihilation, il en parle beaucoup. Ah, je n'ai pas lu. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et j'ai aussi une autre issue que moi j'ai retenue aussi, celle du dauphin. Tu peux voir laquelle je parle. Celle du dauphin est incroyable d'humanité. Où on a, sans vouloir en dire plus, on se retrouve avec des braconniers qui vont. Braconniers, je sais pas si c'est le mot pour les chasses aux dauphins. Et qui vont chercher des dauphins. Et en fait, on a tendance à dire les dauphins, des fameuses des choses qu'on a tous entendues, disaient les dauphins sont si intelligents que les hommes, peu importe vrai ou pas, c'est pas le problème. Mais dans l'histoire, il prend ce parti-là en fait, et en fait, il rend une humanité à ces animaux de manière, c'est fou quoi, c'est presque la larme à l'œil la fin. Cette issue, c'est une issue, hein, pas besoin de lire plus. C'est self-contained comme tu le disais. Et pareil, elle peut se lire toute seule. Hein, ouais, c'est vrai. Et elle est vraiment. Moi, c'est peut-être celle que j'ai le plus retenue au final de ce run-là. Elle m'a énormément touché. Je rajouterais peut-être 2 petits points de contexte. On vous a parlé pas mal de méta sur le comics, qui est clairement une partie fondamentale de ce run. Déjà, on est 1 an avant She-Hulk de Byrne. Et on est 3 ans avant Deadpool. Donc encore une fois, si vous cherchez où est-ce que ça commence, c'est plutôt par là que bien des années plus tard. Ce qu'il y a surtout, c'est que au-delà du méta, qui peut être des fois une béquille, comme l'a dit Xé, c'est pas le cas ici. C'est vraiment une réflexion profonde sur qu'est-ce que l'artiste, quelle est sa relation avec sa création, et c'est vraiment passionnant sur toutes les implications que ça peut avoir. Pas forcément même de ce qu'il écrit, mais de ce qu'il sous-entend, de l'ouverture qu'il donne par rapport à ça. Et c'est une réflexion qui va beaucoup se retrouver par la suite dans d'autres comics. Je pense notamment dans Crossover avec Cates, qui va aussi se poser cette question-là à sa portée par rapport à son histoire. Et il y a vraiment cette relation, à quel moment les créations nous échappent,
à quel moment la plume de l'auteur est dirigée par sa main ou par celle de son personnage. Il y a plein de choses autour de ça qui sont vraiment passionnantes. À quel moment aussi on a le divertissement qui doit prendre le dessus sur ce qu'on veut raconter. Exactement, c'est à quel moment effectivement je glisse mes messages dans une histoire un peu entertainment, comme on dit. Je voudrais aussi une toute petite mention pour les covers de Brian Bolland, bien sûr, qui a fait un travail impeccable sur le sujet. Petite note aussi là-dessus, sur l'édition Urban, on a la création des covers, certaines ont été Tout à commentées, et c'est assez intéressant. C'est toujours comment ça a été ces trucs-là sont en bonus. L'édition d'Urban, cool. ils ont donc Tous tout les sorti éditions en deux d'Urban sont tomes. les éditions absolutes, pas les super absolutes, les complètes éditions, je sais plus le nom, VO. C'est Urban nickel. Cult. Oui, non, je parlais en VO. Pardon. Oui, ça fait c'est chez Urban Cult chez nous. Vraiment, on l'a dit, mais on est en 88. Il y a des messages, des discours qui sont toujours d'actualité aujourd'hui, ce qui est triste, malheureusement, mais voilà, au-delà du bien-être animal, il y a aussi la biosphère, il y a la notion de pollution, enfin, il y a tout ce que vous voulez déjà aujourd'hui, c'est déjà là-dedans. Enfin, C'est moderne. c'est malheureusement moderne et c'est à chaque fois, ça me met une claque. On en avait parlé avec Marvels notamment pour certaines parties, et ça fout un peu au cou de se dire que malheureusement certains sujets sont toujours sur la table et qu'on s'en est vraiment pas débarrassé. Donc voilà, donc vraiment, ce qui est marrant, c'est que c'est le cœur de Vertigo avant que Vertigo existe. C'est un petit peu drôle de voir ça. D'ailleurs, il basculera en label Vertigo au moment de l'arrivée du label avec Karen Berger qui va l'embarquer bien sûr dans sa poche, puisque c'est clairement sous son impulsion qu'on a eu tout ça, quoi. Mais vraiment un incontournable, vraiment c'est du lourd. Même s'il y a des concepts un petit peu perchés comme toujours, c'est lisible. Parce que je sais qu'il y en a qui craignent un petit peu les Morrison. C'est lisible. Oui, Voilà, non, c'est vrai que c'est pas Flex Mentalo. c'est pas du late Morrison. Qui est génial, ou- solide en Flex Mentalo passant. aussi, ouais. Mais voilà, c'est lisible. Le background, comme vous l'avez dit, vu que c'est un reboot, reset, etc., il n'y a pas besoin de background. Et de toute façon, le background vous est donné. Il aborde aussi un petit peu le sang, d'ailleurs. The Red, The Blood. Alors, c'est pas le cœur du sujet, mais il aborde un petit peu sur le fait que de ses pouvoirs, l'évolution de ses pouvoirs. Mais non, c'est génial, quoi. Must have. Ouais, de mon côté, je l'ai lu cette année, à la sortie de l'édition d'Urban, et ça fait vraiment partie de mes top lectures comics ever, pour le coup, sans vouloir faire les top machins, ce que vous voulez, mais c'est quelque chose, je sais que je retiendrai très très longtemps. C'est vraiment unique, un peu, unique peut-être pas, mais il y a vraiment quelque chose dans la manière de le raconter qui est il y a une certaine simplicité dans sa narration qui n'a peut-être pas toujours Morrison dans le futur. Puis il y a une fraîcheur, c'est-à-dire que c'est des choses qui après seront revues plus tard, mais là il y a une fraîcheur, on n'a pas vu ça ailleurs, quoi. Jetez-vous dessus si vous pouvez, vous avez l'occasion. C'est noté, donc vous avez la possibilité de découvrir Animal Man en 2 tomes en VF éventuellement. Voilà, en tout cas, moi ça m'a donné envie, alors que c'est pas forcément le genre de truc que j'aime bien, mais vous on a parlé l'avez bien graphiquement, vendu. en passant, c'est propre, il n'y a pas grand-chose à en dire. Honnêtement, c'est juste pour la petite parenthèse, il n'y a pas grand-chose à en dire. Oui, il n'y a rien fait d'autre. Regardez. Très fin 80, début 80. Oui, voilà, Oui, c'est c'est ça, des dessins de son fonctionnel. époque. C'est des dessins de son époque. C'est pas dingue, c'est pas mauvais, c'est neutre. Ok, très bien, efficace. Parfait, et ben on va pouvoir atteindre la 3e partie de cette émission. Pour le hors les bulles de la 201e, nous sommes Astérix, penchés. enfin. Pardon. Alors, nous ne sommes pas encore allés voir Astérix. Je ne sais pas si nous allons aller voir Astérix. Nous avons décidé de nous jeter sur un petit bonbon proposé par Netflix, un film adapté donc d'une série de BD. Nous allons vous en parler un petit peu plus en détail par la suite, évidemment. Un film qui s'appelle en anglais Slumberland. En français, c'est La Petite Nemo et le Monde des Rêves, je crois. C'est ça. Voilà, réalisé par Francis Lawrence, donc pour Netflix. Et donc, nous l'avons regardé, alors pas tous ensemble, j'allais dire tous ensemble, mais non. On a regardé chacun dans notre coin. Netflix partie en séparé. Ouais, exactement. Et nous avons tous un avis dessus. Qui a envie de commencer? Déjà, qui me fait le résumé? Allez, Ouais, Regan, ça va t'es être chaud. bon. C'est Regan qui Question, tu voulais pas le faire, toi pour l'occasion? Moi, je peux le faire, je l'ai pas Euh, vu, mais je peux le faire. Allez, moi, je veux le résumé de Kétrus. C'est Aquaman. Ok, donc il Un s'agit point. effectivement de suivre une jeune damoiselle qui s'appelle Nemo, pas le poisson, qui a beaucoup d'imagination et faut dire qu'en même temps vivre avec son père dans un phare,
qui raconte des histoires avant de s'endormir. C'est un cadre un peu idéal pour avoir des rêves un petit peu épiques, d'aventure et tout ça. Malheureusement, certains cauchemars ont tendance à se glisser dans la vraie vie et le père sera perdu en mer, sachant qu'il avait déjà perdu sa mère, sans jeu de mots malheureusement, lors d'une intervention qu'il mènera lors d'une grosse tempête. Sans autre famille qu'un oncle prénommé Philippe, qu'elle va littéralement découvrir le jour des funérailles, Nemo ne va pas vraiment réussir à faire son deuil et malheureusement la froideur de cet oncle Philippe, aux émotions complètement anesthésiées, ne fait rien pour arranger les choses. Donc elle va se réfugier dans son petit monde des rêves et notamment ce phare qui restera son ancre personnelle. Et en y retournant en rêve, elle va faire une rencontre inattendue, un certain Flip qui se balade dans ce phare, qui est à la recherche d'une carte au trésor que son père aurait planquée et qui permettrait de retrouver la perle des rêves qui exauce les vœux. Quoi ? Comment ? C'est assez étrange, puisqu'elle se dit que ça n'a pas l'air d'être vraiment une manifestation de son imagination. Donc, d'où ça sort ? Qu'est-ce qu'il fait là ? De quoi parle-t-on ? Elle sent effectivement que c'est un personnage qui est hors de son rêve et elle décide de lui proposer un partenariat, puisque une perle qui exauce les vœux, ma foi, c'est quand même plutôt intéressant. Et il décide donc de sceller le deal et de partir à la recherche de cette fameuse perle au cœur de Slumberland, donc le monde des rêves littéralement, pour retrouver cette perle et exaucer leurs vœux. Voilà pour le résumé, pour une version très courte. Avant de parler du film, je vais répondre à la question qui se pose, pourquoi ce film ? Pourquoi ce film ? Pourquoi ce film Eh bien, en fait, c'est un film sur le cyclisme. Non, mais finalement. C'est un film qui est librement inspiré de la BD, enfin du Funny's Little Nemo in Slumberland. Librement, oui. Alors, on va en parler, de Winsor McCay, qui était un funny. Alors, ce qu'on appelle un funny, c'est l'équivalent d'une strip, de BD strip, sauf qu'il est publié en pleine page et le dimanche. Et c'est donc plutôt qualitatif, en couleur, etc. Là où le strip est publié à chaque fois qu'il y a le journal, sur une petite bande, etc. Et donc, ça sort le dimanche, et c'est donc un funny. Et surtout, c'est publié en 1905. Oui, messieurs, dames, vous avez bien entendu, 1905. L'œuvre de Michael, je ne vais pas m'étendre dessus, parce que ce n'est pas le but d'en parler, mais quand même juste 2-3 éléments qui serviront pour le film. C'est vraiment une BD un funny qui a marqué durablement et influencé énormément des générations d'auteurs, avec un dessin qui est absolument incroyable, et je pèse mes mots. On parle vraiment, encore une fois, d'une BD publiée en 1905. Quand vous voyez le dessin, il a 30 ans d'avance. C'est-à-dire que ce que vous voyez publié à côté, c'est assez ridicule. Et vraiment d'une imagination folle, etc. Enfin bref, ça a été vraiment un gros marqueur dans l'histoire de la BD. Tout comme Eisner l'a été pour la partie comics, lui aussi qui avait un style qui était 10 ans en avance sur tous les autres, dans un autre registre. Et donc voilà, l'idée c'est de partir de cette influence un peu sur l'onirique, la balade dans les rêves, etc. avec des personnages évidemment hauts en couleur qui influenceront des tas d'auteurs comme Calvin et Hobbes, comme j'ai dit, Sandman, etc. Et je vais juste finir sur le petit gimmick pour ce funny, c'est que Nemo, dans chaque planche, chaque semaine, part dans une aventure dans les rêves et finit sur la dernière case par tomber de son lit. Voilà d'où vient l'inspiration. Pour parler un peu plus du film, alors quand je disais que c'était librement inspiré, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'histoire dans ce genre de funny. C'est juste une petite balade sympathique, très imaginative, très jolie. Mais il n'y a pas une histoire au long cours, complexe, avec des personnages dynamiques. Ce que va rajouter, par contre, effectivement, le film Netflix. Peut-être d'abord un avis un peu global sur le film avant d'entrer dans les détails. Pour avoir une excellente surprise. Je ne m'attendais à rien. Parce que j'avoue que c'était un peu passé vite fait dans les radars, mais c'est pas resté très longtemps en visibilité, je trouve. Et j'avais mis de côté sans plus, et là c'était l'occasion de le voir. Et vraiment une excellente surprise. J'ai beaucoup aimé. Il y a des choses à redire, on va en parler en détail, mais c'est beau, c'est intéressant, c'est touchant, c'est plutôt bien écrit, même si c'est quand même très simple, hein, évidemment.
Non, franchement, une bonne surprise déjà pour moi. Je me demande si tu l'as raté, c'est pas tout simple. Enfin, raté. La mise en avant n'était pas aussi importante pour toi, c'est peut-être parce que. C'est peut-être plus. Tu sais, il y a sur Netflix, je crois qu'il y a des profils enfants, profils. Ah non, je parle même de la pub globalement. Ah, C'est-à-dire pardon, que ok, globalement, on en a un tout petit peu entendu parler lors de la sortie, mais j'avoue que j'ai plus les dates en tête et peut-être qu'un caillou chassant l'autre, on est vite passé à autre chose. Oui, Il y a c'est d'autres choses à promouvoir, hein, mais je trouve qu'il n'est pas resté en haut d'affiche très longtemps. Et c'est La première fois que j'ai entendu parler, c'est quand tu l'as proposé. Voilà, Donc, et pour le coup, que soit clair, c'est Pareil. vraiment un vrai film, hein, avec ça dure 2 heures quasiment. Oui, Enfin voilà, il y a l'air d'avoir un budget plutôt correct, des acteurs au moins là, on en connus, reparlera etc. pour le budget. Enfin, même s'il est. On en reparlera. Ouais. Bref, mais en tout cas, oui, c'est un vrai film pour le coup. Et donc, oui. Bah aussi, moi, je repréciserais 2 choses. On a notre Chris Dodd. C'est ça, je crois que c'est ça. Chris O'Dowd. Chris O'Dowd, merci. Notre cher compagnon qu'on a retrouvé dans The IT Crowd pour ceux qui. Ah, mais c'était oui. là, Ouais. bien Mais oui. sûr. Moi, ça m'a tout de suite marqué. Et du coup, je n'arrivais pas à voir autre chose. Je me disais, quand est-ce que tu vas être drôle? Oh non. C'est tout ce que j'attendais de lui. Mais bon, oui, c'était voilà. Et on a aussi Jason Momoa qui cabotine à 200%. Qui Il a fait l'air du. de s'amuser. Qui est, Ah, là, moi, qui est là pour ça. Ouais, je trouve qu'il était là pour s'amuser. Très Ouais, enfin, le problème, c'est que moi, Lui, il s'amuse. je vois un Jim Carrey qui a pas la capacité d'un Jim Carrey. Enfin, mais bon. J'avoue, moi, il m'a un peu énervé. Enfin, il m'a pas. Il m'a pas. Moi, il m'a Il est gonflé. volontairement Ah ouais outrancier en tout cas. Ouais. Ouais, moi, il m'a complètement sur le côté. Mais bon. Mais ça t'a plu du coup ou pas? Je vais pas passer un mauvais moment, c'était sympa, c'était sympa sans plus. En fait, j'ai trouvé des bonnes choses et des choses beaucoup moins bien. Il y avait des bonnes idées de scènes qui m'ont fait bien rigoler. Enfin, il y a vraiment des petits moments vraiment rigolos. Je pense au personnage, la scène du camion. Je pense que vous voyez laquelle je vois laquelle je parle. M'a fait vraiment beaucoup rire. Et, il y a aussi, mais aussi il y avait un petit côté décor. Enfin, là on parlait du budget, il y a le décor recyclé 15 000 fois. On sent que bon, le budget ils ont s'adapté, mais c'est pas grave. Hein, c'est pas un problème fondamentalement. Je note aussi une scène que j'étais vraiment pas ému, c'est pas le mot, mais que j'ai trouvé vraiment très bien faite. C'était la scène du bal avec tous les papillons. Je trouvais. T'es très ému, hein. Tu peux le dire. Hein. Non, j'ai un cœur de pierre. Mais la scène, enfin la scène de bal avec tous les personnages faits de papillons, j'ai trouvé ça vraiment très beau en fait pour le coup. Enfin, c'est un des décors que j'ai vraiment apprécié, que j'ai trouvé très sympathique. Je crois que j'ai l'impression que Jean en face de moi. Jean a l'air d'être sur la elle a l'air réserve. sur le désaccord sur. J'aime pas les papillons. Mais après, j'arrive pas à trouver énormément de choses à en dire parce que c'est. Enfin, s'il y a plein de choses, il y a vraiment des trucs qui m'ont fait vraiment rigoler sur sa manière d'aborder la relation de cette jeune fille qui recherche son père et qui ne. Enfin, c'est un film un peu sur le deuil de toute façon qu'on a, complètement un film sur le complètement. deuil. Mais je veux dire, sur la manière dont c'est géré, assez intéressante parce qu'on a le côté, c'est géré par une enfant et qui est plutôt bien faite à ce niveau-là, je trouve. Enfin, c'est plutôt bien accompagné. Le personnage de l'oncle, moi je le trouve fantastique, mais pas au début. En effet, au début, il est complètement invisible, même s'il m'a fait beaucoup rire à certains moments, ponctuellement. Donc globalement, un bon moment globalement, mais rien de transcendant de mon côté. Ah bah non, rien de transcendant, non. Non. Reagan, XT, on se connaît encore pas bien, mais Reagan, je t'ai connu plus exigeant, enfin. Exigeant, rien que ça. Oui, exigeant. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont vraiment agacé dans ce film. Il y a des choses qui fonctionnent. Sur le traitement du deuil, il y a une scène en particulier quand ils regardent des vieilles vidéos et tout ce qui se joue dans cette scène, et ils m'ont surpris parce que je m'ennuyais un peu, puis là hop, j'ai eu un vrai truc d'émotion qui m'a tenu un petit peu jusqu'à la fin, mais globalement j'ai trouvé quand même qu'il y avait énormément de choses à redire. D'abord par rapport au matériau d'origine, où tu dis mais pourquoi en fait, c'est rigolo parce que comme c'est pas très connu, tu peux pas dire que, enfin, c'est pas si connu, je pense, d'ailleurs, sinon ils auraient fait plus de pubs, mais tu vois pas l'intérêt. Et je trouve que c'est tellement. Reagan en parlait de l'incroyable imagination et avance qu'avait Slumberland en 1905. Et quand ils l'adaptent aujourd'hui, ils en font un machin qui ça manque de folie. lisse, qui est plat. Enfin, le monde des rêves, sérieux, c'est.
La ville de verre. Elle est Mais la dégueulasse. Elle est ville de dégueulasse. verre, c'est dégueulasse et on la voit 100 fois quoi. C'est lisse. Moi j'avais lu, j'avais une édition reliée de Slumberland. Les cases étaient incroyables, justement en construction, en imagination, en mouvement. Là, c'est terne. Une image qui est très connue, parce que ça a été souvent repris, c'est le lit avec les pieds qui s'allongent et qui sont dans les dessins du Phoenix. Vraiment, ça part en velours, c'est très beau, machin. Là, ils font l'équivalent dans le film. La scène est d'une pauvreté visuelle, c'est à pleurer. Donc ça plus Jason Momoa que j'ai trouvé insupportable. Merci. Ça a commencé à faire beaucoup et puis j'ai eu un souci aussi avec le film qui pose des... Je trouve que le film a beaucoup de mal à expliciter clairement ses règles de fonctionnement de l'univers fantastique qu'il propose, de comment c'est quoi les règles du monde des rêves, qu'est-ce qui s'y passe, comment ça fonctionne. Enfin, quand tu poses un truc même magique, il faut que tu explicites un peu comment ça fonctionne quoi. Et là je trouve que c'est pas clair, il y a plein de choses qu'on comprend pas bien, le rapport entre le personnage de Jason et non, enfin voilà, là je trouve qu'il y a quelque chose on comprend sans comprendre, c'est pas clair. Et à la fin non seulement ils ont pas bien posé leurs règles, mais en plus elles deviennent, ils en font ce qu'ils veulent. Enfin, T'as pas l'exposition d'Inception, ça c'est sûr. oui, non, c'est sûr. Mais ça devient. On n'avait pas 3h30 devant nous. Hein, Mais toute la fin, par exemple, où il se passe un gros truc monstrueux dans le monde des rêves, hyper important, et en même temps, dans la vraie vie, elle est assommée et elle est un peu en danger. Mais en fait, c'est hyper artificiel parce que ils font comme si c'était lié. Alors qu'en fait, tout ce qui se passe dans le monde des rêves, ce grand truc hyper important qui se passe dans le monde des rêves, pourrait se passer exactement la même chose si elle était couchée dans son lit. Ça n'a aucun lien avec le fait qu'en fait, elle s'est assommée. Donc, ils font en sorte qu'elle soit assommée dans la vraie vie pour rajouter du suspense en plus. Je trouve que c'est hyper artificiel, que c'est mal foutu. Et à la fin, ils sont même pas clairs sur ce que c'est le monde des rêves. Le monde des rêves, c'est le monde des rêves ou c'est le monde ou c'est l'au-delà. C'est pas clair non plus. Enfin, il y a mille choses que je trouve. Ouais, alors si tu te concentres sur tout l'aspect rêve, c'est vrai que pour moi c'est pas le plus réussi. La partie plus réussie, c'est la relation de son oncle et elle. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça la partie la plus Mais réussie. je suis d'accord avec toi. Moi, c'est ce qui m'a sauvé le film, c'est que d'abord l'acteur qui joue l'oncle, il est extraordinaire. Il m'a chopé dès le début. Il y a ce moment de bascule autour de son personnage où là, il y a vraiment une scène où j'ai été très surpris et ému. Mais je trouve que tout le reste autour, ça va vrai. Je trouve que c'est du produit un peu. C'est du produit lisse, quoi. C'est du produit hyper lisse. Les effets spéciaux sont lisses. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'ils font pas le job. Je suis hyper dur. Tant de sel. Non, mais ça m'a agacé parce que je trouve que ça se. La BD méritait mieux. Que la BD méritait Alors, mieux. je vous arrête tout de vraiment. suite. Alors, d'abord, est-ce que tu as lu la BD? Non, pas du tout, c'est une Non. question. Hein. Et la BD, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, n'est qu'une toile. Enfin, il n'y a pas d'histoire dans la BD. Mais ça, je suis d'origine. d'accord. Donc, Mais ne ils serait-ce ont que fait mieux que visuellement. la BD dans le sens où il y avait une histoire à raconter. S'il avait fallu adapter tel que Slumberland en 2 heures de film, on n'aurait rien raconté. Non, mais moi, ce que je questionne à la limite, c'est ce choix. Là. C'est qu'il pouvait raconter cette histoire sur un monde des rêves sans passer par Slumberland parce que sans parler de mettre. Imagerie quand même. Mais oui, mais qui n'est pas représentée. Je suis tout à fait d'accord. Elle n'est pas Que représentée. C'est pas parce on qu'ils n'est font pas s'allonger les toute la pieds du lit folie, pareil. Évidemment, malheureusement, même si je trouve que moi c'est plutôt propre au niveau des effets, c'est pas aller aussi loin que ce que ça aurait pu aller, évidemment. Mais je trouve que c'est plutôt propre, que l'ambiance est bonne. Oui, tu vois, les grains de folie, on l'a peut-être un peu moins dans la partie miroir, mais on l'a dans la partie papillon, comme tu le disais. Donc, c'est pas blanc ou noir. C'est juste qu'effectivement, il y a des rêves qui sont plus intéressants que d'autres. Ils ont choisi peut-être des rêves un peu moins grandiloquents, effectivement. Mais je trouve que ça fonctionne bien, que ça joue bien, que ça joue juste, que les rebondissements fonctionnent et je les ai pas vus arriver, personnellement. C'est évidemment caractère driven, bien sûr. Enfin, ce qui compte avant tout, c'est les personnages, ce qu'ils vivent plus effectivement que le rêve. Ça aurait pu être plus, ça je suis d'accord. Mais honnêtement, enfin, ça va, ça fonctionne, quoi. La partie, en plus, on retrouve un petit peu, évidemment, un peu d'Inception. Il y a un petit côté Loki aussi que j'ai beaucoup apprécié sur cette ambiance. C'est un peu Sandman pour les nuls, quoi, sérieux. Non, Dieu, Sandman pour les nuls. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Pour les enfants, peut-être. Non plus. Non, je trouve qu'il y a les adultes ont largement de quoi récupérer.
Non, franchement. Puis voilà, il y a des clins d'œil marrants. Tu vois, les rêves des Canadiens. Alors ça m'a fait hurler de Franchement, rire. moi, ça m'a fait rire. Ça tu m'a fait vois. hurler de rire. C'est un des trucs qui m'a fait Bon, il n'y a hurler pas de de rire. frisbee dedans, clin d'œil paléas, mais franchement, moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Quoi. Non, les Canadiens m'ont beaucoup fait rire. J'admets, En fait, les Canadiens m'ont Le beaucoup film fait a plein rire. de petites touches drôles qui sauvent en fait. Enfin, pour moi, c'est vraiment toute la partie qui n'est pas l'histoire principale dans le rêve. Enfin, je suis d'accord avec Jean, le côté toute la partie rêve globalement m'a ennuyé. Vraiment, c'est vraiment la partie où j'étais. Dès que ça revenait sur la réalité avec elle, son oncle, le côté à l'école qui s'est devenu amis. D'ailleurs, au passage, ses amis, on les voit, on se dit tiens, il va se passer un truc avec. Il se passe que dalle. Alors que j'espérais qu'il se passe un truc. Enfin, genre qu'il soit plus investi avec elle, mais que dalle. Je Et suis comme toi. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais c'est un peu de regret quoi. l'actrice principale, je la trouve superbe. Oui, Moi, ça m'a frustré parce que j'ai trouvé que je trouvais qu'il y avait un côté vite fait. C'est méchant. Je sais pas, moi je trouve que le duo fonctionnait bien, l'histoire était les relations entre les personnages fonctionnaient bien, la morale fonctionne bien aussi. Oui, c'est vrai. Parce que objectivement, ça fait passer des messages. Il y a eu quelques coins de larmes, je sais, autour de cette table, même si certains oui. s'en défendront. Écoute, moi maintenant je sais à quoi sert un phare. Oui, c'est vrai ça. Non, mais je pense que c'est vraiment un film pour les sensibles en fait. Et je dis pas ça dans le mauvais sens du terme. Donc probablement que vous n'êtes pas des sensibles, messieurs. Excusez-moi. C'est Des vrais bonhommes. Voilà, vous êtes des vrais bonhommes. Et pourtant. Mais non, Moi, je mais suis blague à sensible, part. moi. Blague à part. Moi, j'ai pleuré au bout de 10 minutes. Puis après, j'ai pleuré à peu près tous les un quart d'heure. J'ai chialé ma race sur ce film. Je me suis laissé complètement porter par l'univers. Donc vraiment, je me pose complètement à l'opposé de votre avis. Je dis pas qu'il est pas bon, hein, votre avis. Non. Ça n'a rien à voir. Mais vraiment, moi, j'ai réceptionné ce film comme Dans un ton petit cœur. doudou, comme un doudou cochon. Ah. Comme un doudou cochon en peluche, qui est le meilleur sidekick que j'ai vu depuis longtemps. Et vraiment, oui, c'était un petit bonbon, c'était une petite peluche. J'ai regardé ça en attendant rien du tout, et je l'ai vraiment reçu de manière à la fois douce et violente, puisque effectivement, ça aborde des problématiques tristes, hein, parce que perdre son papa, c'est jamais drôle. C'est quelque chose qui fait écho à mon histoire personnelle. Je pense que ça a beaucoup joué aussi sur l'émotion qui a accompagné le visionnage de ce film. Mais je me suis reconnue aussi dans cette petite fille qui essaie d'échapper à la réalité par le monde des rêves. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que ça m'a autant touchée et que j'ai autant passé j'ai passé un excellent moment. Donc effectivement, je comprends les défauts que vous lui reprochez, mais moi j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient cool, que l'univers était plein d'imagination. Et je me suis laissée porter, voilà. Donc, Ils en voulaient plus. donc voilà, chers auditeurs, chères auditrices, vous avez des avis complètement divergents, donc vous n'avez plus qu'à regarder pour vous faire votre avis. Voilà. Vous verrez si vous avez un cœur ou non. Exactement, vous verrez si vous êtes une petite chose sensible avec un petit cœur de beurre ou pas, ou si vous êtes un gros bonhomme avec un cœur de pierre. Ouais, wink wink. Beurre de Michel. Beurre de micelle, Beurre de Miss, évidemment, oui. évidemment. Très bien. Quelque chose à rajouter ? Non, bah écoutez, moi je vous dis, tentez votre chance. Voilà. Franchement, ça peut vous plaire. Très bien. Bah, je pense que nous pouvons donc passer à la conclusion. Eh bien, merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode avec nous. Je vais remercier nos chroniqueurs. Merci XT. Merci. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part ? Sur le Discord du vaisseau Hypersensas principalement, mais hormis réseaux sociaux et moi, on n'est pas très amis. Ok, donc raison de plus de vous joindre au Discord. C'est le seul endroit où vous pourrez trouver XT, à part sur son vélo en ville. Regen, merci beaucoup. Merci à toi. Et est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs ? Oui, bah sur le Discord, sur Twitter, oui, toujours Twitter, @Sprigmore, et sur Instagram à l'occasion aussi de temps en temps de ce côté-là. Orienté toys et comics. Toys, comics, puis l'air du temps tout simplement. j'ai envie de dire. Ah, c'est beau. Jean, merci beaucoup également. Merci à toi. Pareil, petite pub, où est-ce qu'on peut te retrouver ? On peut à peine me retrouver. Je suis sur Instagram. De temps en D'accord. temps, je poste des petits trucs. En ce moment, je poste des Legos. C'est bien les Lego. Ouais, On c'est aime bien, les les Lego. Lego. Des beaux Lego. Et voilà, et j'essaye d'aller faire vivre le Bouya Comics Club. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas repassé. Je reviens, les gars, je reviens. Attendez, fermez pas la porte. Restez sur Facebook, T'es Jean toujours- y est. T'es toujours là, hein, tu sais. T'as toujours ta place. Merci. Merci également à chaude. Kietrus d'avoir assuré la technique sur De cet main de épisode. maître. Voilà, on se rappellera longtemps de cette intro. Oui, c'est vrai. Voilà. Je crois qu'avoir assuré, effectivement. Et toi, est-ce qu'on peut te Je sais retrouver pas quoi. quelque part Oui,
au kebab l'Anatolie en face du métro Chevaleret. Parfait. Je m'attendais pas à ça. C'est très bien. Quant à moi, petite pub aussi, j'étais Luxbox. Enfin, je suis toujours Luxbox. Vous pouvez me retrouver. Ça n'a pas changé au cours Ça de n'a pas l'émission. changé. Non, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours la même. Vous pouvez me retrouver sur Twitter à parler de goûter et de n'importe quoi @Luxbox. Et également sur le Discord du VHS où nous sommes très prolixes et où nous vous accueillerons à bras ouverts. Le fameux druide de Astérix. Oh mon Dieu. On va en revenir à Astérix. Hein. J'ai peur. Non. Prolix. Voilà, je suppose qu'il faut dire pour conclure, voilà, Comics Outcast est une émission de vaisseau hyper sans sas. Écoutez-nous, soutenez-nous et à bientôt. À Bientôt. très bientôt. Et manger des crocodiles. Ouais, et donner des thunes. Lâchez la maille. Ouais, mais c'est vrai. Sinon, on pourrait pas avoir des émissions de cette qualité-là, quoi. C'est vrai. C'est qui C'est le le cas de le patron? Et nous, notre abatteur là. Ouais, bah, il est pas là. Annitrick, tu es où Annitrick. Et est-ce qu'on peut se faire rembourser notre abonnement Netflix via le Patreon vu qu'on regarde des trucs qu'on chronique dans les émissions? Tu peux le défrayer, ouais. Tu peux. Ouais. Non, c'est défiscalisé. C'est ce qui s'appelle défrayer ses chroniques. Ouais. C'est ça. Oh, joli. elle est belle. Ah, C'est pas mal. Je crois qu'on va pas pouvoir faire mieux. Au revoir. Au revoir. Fin de transmission.